Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Alternative, votre émission partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, c'est l'essentiel de l'actualité nationale, africaine et internationale décryptée par des experts et des personnalités en une dizaine de minutes. Bref, un regard alternatif du sud, de l'Afrique, du Maroc. Pas un seul jour ne passe sans que l'actualité, justement, ne soit impactée par les enjeux de la transition énergétique dans le monde. Et en cette journée mondiale des énergies propres, je vous propose de jauger, de mesurer les conséquences de la déclaration de l'état d'urgence énergétique souhaitée par Donald Trump aux États-Unis, une promesse qu'il avait formulée lors de sa campagne électorale et qu'il a annoncé vouloir appliquer dans les plus brefs délais lors de son investiture le 20 janvier dernier. Alors, que signifie exactement cet état d'urgence énergétique vers lequel on se dirige aux États-Unis? Est-il applicable dans tous les États fédéraux et surtout quelles conséquences pourrait-il avoir à l'heure où le reste de la communauté internationale converge vers une transition énergétique propre? Avec nous pour en parler, M. Amin Bennouna, expert en énergie, bienvenue dans Alternative. Bonjour et merci de l'invitation. Alors, que signifie cette déclaration de l'état d'urgence énergétique aux États-Unis? Un outil législatif, rappelons-le, qui permet quand même au président américain d'utiliser jusqu'à 150 pouvoirs spéciaux habituellement employés face à des catastrophes naturelles ou des attaques terroristes. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, sur l'aspect juridique de l'état d'urgence X ou Y ou Z, je n'aurais rien de spécial à dire. C'est un outil juridique très américano-américain parce que l'état d'urgence, chez nous, il peut être sanitaire, il peut être autre chose, mais sur 150 sujets différents, il y a que les États-Unis pour faire ce genre de choses. Bien. Alors, l'état d'urgence énergétique permet effectivement au président de prendre des décisions, je dirais, rapidement et surtout de revenir sur des décisions antérieures de façon rapide. Et voilà. Alors, ça lui permet notamment de désengager les États-Unis des accords de Paris. Et ça va lui permettre, je dirais, il souhaiterait avec ça ne plus favoriser les énergies renouvelables. Je préfère dire ça comme ça. Je dis il souhaiterait. Oui, tout à fait. Alors, l'idée maîtresse pour le président Trump est surtout de libérer la production américaine d'énergie. Il devrait notamment lever le moratoire sur les nouvelles licences américaines d'exportation de GNL et supprimer aussi les incitations fédérales en faveur des véhicules électriques. Alors, quel accueil sera, selon vous, réservé à ces changements et surtout, quelle perspective cette ambition pourra-t-elle avoir sur les autres pays engagés dans des politiques de transition énergétique différentes, voire opposées? Alors, pour ce qui est de... On va essayer de distinguer des choses différentes. Alors, pour ce qui est de l'électricité à l'intérieur des États-Unis, je ne pense pas que que les décisions prises changeront quoi que ce soit. D'ailleurs, même mieux, je dirais qu'elles ne vont permettre que de continuer la production d'énergie renouvelable. J'en veux pour exemple l'État du Texas, qui est un des États les plus pétroliers qui soit au monde. D'ailleurs, c'est l'État le plus pétrolier des États-Unis, qui a une politique d'énergie renouvelable, d'électricité renouvelable plus exactement, qui est très en avance. Et bon, je ne parlerai même pas de la Californie, parce qu'il y a une raison très simple, c'est qu'aux États-Unis, énergie, c'est business. Et business, aujourd'hui, les coûts les plus faibles sont en faveur de
de l'énergie solaire, de l'électricité solaire et de l'électricité éolienne. Donc, on pourra faire ce qu'on voudra aux États-Unis, à moins de subventionner les fossiles. Si on retire les subventions je dirais à l'électricité renouvelable, ça ne changera rien du tout. Les coûts sont pratiquement de moitié et dans un pays où le business est roi, les énergies renouvelables continueront de se développer. Par contre, à l'échelle internationale, pour ce qui est, je dirais, du commerce des hydrocarbures, les choses sont différentes. Parce que les États-Unis sont déjà passés numéro 1 dans le monde pour ce qui est de l'exportation des hydrocarbures. Mais ça ne leur suffit pas. Il va falloir qu'ils augmentent leur offre. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, il y a une partie du pétrole russe qui a quelques ennuis à être exporté, notamment à cause des petits ennuis qu'on a créés à une centaine de bateaux qui transportent du pétrole russe. Et donc, il va falloir que quelqu'un remplace cette offre de façon pour répondre à la demande des anciens clients du pétrole russe. Et voilà, et il va falloir pour cela, pour augmenter l'offre, il va falloir faire ce que Trump a si brillamment résumé par drill baby drill, qui signifie tout simplement creuse bébé creuse. Bien, ce qui veut dire que l'offre américaine va augmenter. Mais ce n'est pas dans le créneau à proprement parler de l'électricité renouvelable, c'est plutôt pour prendre des places à d'autres pétroles dans le monde. C'est de ça dont il est question, il ne faut pas se leurrer. C'est pas ça qui va augmenter la demande mondiale en pétrole qui est en train de décliner très lentement, mais qui est en train de décliner. Il s'agit bel et bien de prendre la place et de consolider un leadership qui est déjà là depuis maintenant 2022. Consolider un leadership qui est là depuis 2022. Vous parlez surtout de réalisme et de politique transactionnelle de Donald Trump. Mais est-ce que dans ce contexte-là, on pourrait parler d'un retour quand même en arrière aux États-Unis, puisqu'il s'agit aussi quand même pour Donald Trump de changer les réglementations gouvernementales en matière de pollution des véhicules, de l'économie de carburant dont vous parliez tout à l'heure, qui avait permis de réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis. Alors, vous savez, les économies de gaz à effet de serre, c'est quelque chose de très complexe. Alors, pour ce qui est de l'électricité, parce que les économies de gaz à effet de serre viennent de deux postes de consommation énergétique. Il y en a un, c'est la consommation énergétique de l'électricité. Il faut que l'électricité soit le plus propre possible. Et là, je vous ai déjà dit que je ne craignais pas que la progression des renouvelables continue. Et il y a le reste, c'est-à-dire le poste de l'énergie finale non électrique qui est consommée aux États-Unis. Et là, par contre, je ne vois pas ce qui va changer à l'intérieur des États-Unis. Je vous ai dit que, à mon avis, ceci n'est pas destiné aux États-Unis. Les États-Unis, l'évolution, je dirais, de tous les grands agrégats énergétiques des États-Unis vont continuer leur évolution normale. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de Trump et de cette affaire de pétrole, mais on oublie quelque chose, c'est que les États-Unis ont pris la première place mondiale dans le domaine des hydrocarbures, mais ce n'est pas sous le mandat de Trump, c'est sous l'ancien mandat, sous le dernier mandat. Donc, Trump n'y était pour rien. Par contre, il va s'occuper de consolider cette situation, oui, effectivement. Et d'exploiter encore plus de pétrole de schiste et de gaz de schiste et pour l'exporter. Alors, en fait, ça va créer un problème
Au niveau de la planète, oui, mais au niveau des États-Unis spécifiquement, non. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que les fracturation des gaz de schiste est beaucoup plus polluante que de l'extraction de pétrole souterrain. Et maintenant, ceci étant dit, ils sont obligés de maintenir un certain équilibre. Ils ne peuvent pas laisser l'offre augmenter trop. Pourquoi? Parce que si l'offre augmente, les prix baissent. Et si les prix baissent, alors les autres pétroles que le pétrole américain deviennent plus compétitifs. Et du coup, les Américains perdent des parts de marché. Donc, à ce jeu-là, il y a une limite, une limite, c'est-à-dire, si vous voulez, il y a une partie haute et il y a une partie basse à l'intérieur de laquelle on risque de rester. Ce qui me fait dire en permanence que, bon, à part les soubresauts ici et là qu'on a sur les marchés pétroliers, on va rester dans la gamme 60-90 dollars pour encore pas mal de temps, à moins qu'une vraie catastrophe arrive. Parce que, bon, je vois que les cours du pétrole sont de moins en moins sensibles au conflit ici et là. Par contre, ils sont sensibles à la variation de l'offre et de la demande, ça oui, ça oui. En été, lorsque les pays stockent des hydrocarbures, ça fait une demande qui monte et les prix qui montent. Lorsque les pays cessent leur approvisionnement parce qu'ils ont leurs stocks qui sont pleins, ça baisse. Voilà. Et donc, à mon avis, moi, je vois quand même beaucoup de show dans tout ça. Et je n'ai, Dieu merci, aucune crainte pour l'évolution des énergies renouvelables aux États-Unis et dans le monde, d'autant plus qu'actuellement, les énergies renouvelables, c'est essentiellement de l'électricité à base de sources renouvelables, c'est-à-dire de l'électricité produite à partir du solaire photovoltaïque et de l'éolien. On a des coûts aujourd'hui, des coûts de production qui sont en dessous de on va aller en dessous de 20 centimes de nos dirhams, hein, c'est-à-dire 2 centimes de dollars. Et c'est difficile de faire mieux. D'accord, merci beaucoup Amine Bennouna d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes expert en énergie. Merci. Et merci à vous, c'est la fin d'Alternative, à la semaine prochaine.